Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Plusieurs manquements notés lors de la vérification des dossiers de parrainage. C'est du moins l'avis des 7 observateurs de la société civile au Conseil constitutionnel. Ils disent tout ignorer du logiciel de vérification mis en place. Des milliers d'élèves ont pris d'assaut les rues de Guédiawaye ce matin pour honorer la mémoire d'Ibrahima Kane. Ce jeune homme de 18 ans a été tué le 30 décembre dernier par une bande d'agresseurs. Ils ne veulent plus que cela se reproduise. Tentative de putsch avortée à Libreville ce matin, des mutins qui ont pris d'assaut le contrôle de la radio nationale ont été arrêtés par les forces loyalistes. Et puis Dakar, capitale du football africain. Pendant 48 heures, la capitale sénégalaise va vibrer au rythme des CAF Awards avec comme point d'ordre l'attribution du Ballon d'Or africain prévu ce mardi au CIAD. Voilà le sommaire de ces 20 heures. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs manquements ont été notés lors de la vérification des dossiers de parrainage. Les 7 observateurs ont listé des limites au cours de leur mission. Cependant, ces membres de la société civile ont fourni des recommandations, notamment donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet, mais aussi faire une évaluation du dispositif technique de traitement du parrainage. Moundiaï Sissé, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Baye. Nous avons eu à constater l'absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats pour éviter les erreurs matérielles. 4. Le manque d'informations détaillées pour les candidats sur les motifs des rejets autres que les doublons. La première recommandation que nous faisons, c'est adressé au Conseil constitutionnel. C'est donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication de la liste des candidats. Je crois que ça, c'est une des recommandations majeures que nous faisons pour faire taire les récriminations au niveau du Conseil. Deuxième recommandation, c'est de mettre en place à l'avenir une plateforme unique d'enregistrement simultané des parrainages avec un accès codé sous forme de login pour tous les candidats. Ce qui est faisable dès lors que les fiches de parrainage n'ont pas jusque-là été intégralement exploitées par le Conseil constitutionnel. Installer un dispositif de vérification et de contrôle en présence de l'ensemble des représentants des candidats et enfin 7. Procéder à une évaluation du dispositif technique de traitement du parrainage avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'en tirer toutes les leçons d'amélioration et de correction nécessaires, y compris en révisant profondément la loi sur le parrainage. Restons avec les 7 observateurs de la société civile au Conseil constitutionnel qui disent ignorer tout du logiciel de vérification mis en place et selon eux, l'institution judiciaire devait éclairer sur le paramétrage. Le professeur Babacar Gaye et ses camarades ont fait face à la presse ce matin. Pour eux, le Conseil constitutionnel n'a pas cependant violé la loi concernant la non-vérification des fiches de collecte. C'est juste facultatif. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Baye. Une évaluation à mi-parcours. Les 7 observateurs de la société civile présents au Conseil constitutionnel apportent des éclairages concernant leur mission. Beaucoup de polémiques, beaucoup de contestations et beaucoup de questions également soulevées sur la question du logiciel utilisé par l'institution judiciaire pour la vérification. Il appartenait au Conseil constitutionnel, compte tenu de ses prérogatives, de définir les modalités. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui a choisi son prestataire, qui a choisi, donc le prestataire lui a fait un logiciel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, nous ne savons pas comment le logiciel a été paramétré, nous avons été clairs là-dessus, comment on l'utilise. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous sommes des observateurs. Le manque d'informations sur le logiciel qui a servi à faire les traitements de données, c'est également une faiblesse majeure dans ce processus.
Certains candidats ont estimé constater leurs clés mises sous scellé lors du dépôt, modifiées ou touchées le jour du traitement de leur dossier. Les 7 membres de la société civile ont apporté des précisions. Il y avait bien, la clé était bien mise sous scellé. Maintenant, ce qu'on peut peut-être, ce que certains disent, lors de l'opération de vérification, eh bien, qu'on aurait pu, que le technicien peut parfaitement en profiter pour enregistrer tout ce qu'il y a dans la clé. Voilà ce que certains disent. Mais nous, en tout cas en tant qu'observateurs, nous ne pouvons pas nous aventurer sur ce terrain. Nous avons tout simplement constaté qu'il y a eu vérification et que ensuite les clés ont été mises sous scellé. Le Conseil constitutionnel n'a pas utilisé assez les fiches de collecte lors de la vérification. Pour le professeur Babacar Gaye, il n'y a pas de violation de la loi sur ce fait. Les 7 observateurs de la société civile ont également magnifié l'acte posé par l'institution judiciaire, permettre à la société civile d'assister au contrôle des dossiers de parrainage. Abdoul Mbaye, lui, accuse le Conseil constitutionnel d'abus de pouvoir et parle de légèreté manifeste dans le système de contrôle du parrainage. Le patron de la CT exige l'annulation du procès-verbal entaché à ses yeux de vice de forme. Il faisait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé Ibrahima Kane et Mardian. Le recalage d'Abdoul Mbaye par le Conseil constitutionnel, une pilule très amère pour l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. L'ancien Premier ministre du gouvernement 1 de Macky Sall dénonce de graves irrégularités et une légèreté notoire dans le système de contrôle du parrainage. C'est que dans cette liste de 6 900, il n'y a que des électeurs avec un numéro CEDEAO correct, puisque les numéros incorrects ont été éliminés avant. Le système de traitement qu'ils ont, eux, qui est contestable, c'est qu'ils sont corrects. Et pour chaque numéro correct de CNI, carte CEDEAO, ils ont le numéro d'électeur, le nom, le prénom. Donc ils sont capables de dire ça n'est qu'une erreur matérielle, et à ce moment-là, oui, l'accepte. On va voir d'ailleurs que Bernard Casimir Cissé disait que l'erreur matérielle est acceptée. Abdoul Mbaye persiste et signe, le parrainage est sous-tendu par une volonté manifeste d'éliminer des candidats. Il accuse d'ailleurs les 7 sages d'abus de pouvoir. Rejet d'office, 312. Ce sont des parrains régions étrangers. Toutes les fiches papier avec les signatures sont disponibles. Les parrains existent. Numéro de carte d'identité non contesté, numéro de carte d'électeur non contesté. On ne nous a pas parlé de faute d'orthographe. Vous savez pourquoi ça a été rejeté? Parce que dans la ressaisie de la fiche électronique, on a oublié de mettre le numéro d'ordre. Numéro 1, un tel, numéro 2, un tel, numéro 3, un tel. Hop, la sanction tombe. Rejeté. C'est un abus de pouvoir manifeste de M. Oumar Sarr, président du Conseil constitutionnel. Le président de l'Acte invite le Conseil constitutionnel à respecter le parrainage des citoyens détenteurs de cartes d'identité CEDEAO faisant office de carte d'électeur. Il déclare avoir introduit le 4 janvier dernier un recours auprès des 7 sages pour annulation des procès-verbaux issus du contrôle du parrainage. On est capable, nous, de sortir nos fiches papier. Ibrahima Kane, le magistrat Omar Boun Khaltab Silla, interpellé par l'UMS pour avoir posé des actes qui violent les valeurs et principes de la justice. En effet, il lui est reproché de mener des activités politiques alors que l'article 14 du statut des magistrats le lui interdit. Pour l'ancien secrétaire général de l'UMS, Moustapha Diouf, ces actes n'honorent pas la magistrature. Il a rencontré nos reporters Mambiram Diouf et Gervais Yao. Énième mise en garde de l'UMS, le magistrat Omar Boun Khaltab Silla avertit le point de vue de l'ancien secrétaire général de l'Union des magistrats du Sénégal. Autant qu'il est en position de détachement, il ne peut se prêter à ces manifestations politiques. Le texte n'a pas expressément
parler de disponibilité, parce qu'il y en a qui vous disent qu'ils ne sont pas en détachement, ils sont en disponibilité. Mais ça, c'est fausser un peu l'esprit du texte. Parce que ce soit en détachement ou en disponibilité, le magistrat est toujours censé être en activité. Avant Omar Boun Khattab Silla, Mamadou Lamine Dian, ayant le statut de magistrat de la Cour des comptes, actuel maire de Ouarglingouna et directeur général de la NPJ, était aussi sur la ligne de mire de l'Union des magistrats du Sénégal en 2014. Un autre, son collègue de la Cour des comptes, le magistrat Cheikh Issa Sall, militant de la paire à Hambourg, ce qui n'honore pas la magistrature, estime Moustapha Diouf. Le statut aussi des magistrats de la Cour des comptes en son article 32 met exactement les mêmes dispositions qu'on retrouve au niveau de l'article 14 du statut des magistrats de l'ordre judiciaire. Il dit qu'il leur est interdit de manifestations politiques, d'adhérer à un parti. La seule différence que j'ai vue là-bas, dans le cadre du statut des magistrats de la Cour des comptes, il y a un alinéa qui dit que sauf en ce qui concerne l'alinéa 1 et 3, les magistrats détachés et qui remplissent des fonctions de membres du gouvernement ne sont pas concernés par l'interdiction de l'alinéa 1. L'UMS a la possibilité de suspendre ou d'exclure un membre à défaut d'initier une procédure disciplinaire. Cependant, les autorités judiciaires peuvent enclencher d'autres actions. Sur instruction du ministère de la Justice, c'est les autorités supérieures qui doivent faire une enquête, constater l'écart et saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats, les militaires, paramilitaires et la police au sens large devront se soumettre à l'obligation de neutralité. L'appel de l'UMS à l'endroit du magistrat Omar Boun Khattab Silla sera sûrement entendu. Puis suite aux accusations portées sur sa personne par la députée Aïda Mbodj, ex-maire de Bambey, lors de l'émission Face to Face diffusée sur la TFM, Pape Diouf, l'ancien ministre de l'Hydraulique, monte au créneau ici pour apporter un démenti. Selon lui, s'il y a quelqu'un que la ville de Bambey doit poursuivre, c'est bel et bien Aïda Mbodj. Je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. En quittant la mairie, j'ai laissé, et ça c'est du document à l'appui, 186 millions de francs CFA. D'ailleurs, lors d'une réunion, le président de la délégation spéciale à l'époque a dit devant des Bambéois que Pape Diouf a laissé plus que ce qu'il n'a déclaré. Ce qui me met à l'aise. Alors, comment comprendre pour quelqu'un qui connaît la gestion, pour quelqu'un tout simplement doué de bon sens, peut quand même dire que le percepteur a pris 50 millions des fonds de concours qu'il a remis pour des utilisations personnelles. C'est vraiment faire preuve de l'ignorance et de malhonnêteté. Durant ma gestion, j'ai eu, en tout cas avec la mairie de Bambey, à bénéficier d'un prêt de l'ADM. J'ai réhabilité entièrement le marché central. J'ai construit le forail qui, à l'époque, était classé deuxième sur le plan national, derrière le forail de Dara. Une maternelle DV, donc. Et puis retenez que le syndicat des travailleurs de la justice a observé ce lundi en débrayage à 11 h une grève totale de 48 heures renouvelable décrétée le mardi 8 et mercredi 9 janvier prochain. C'est pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, des milliers d'élèves dans la rue ce matin pour rendre hommage à Ibrahima Kane, ce jeune homme tué le 30 décembre dernier à Liberté 6 par une bande d'agresseurs. Plus jamais ça ont entonné les écoliers durant toute la procession. Mamadou Biteye, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow. Pourquoi je suis ici? C'est parce que nous avons quelque chose qui nous fait mal au cœur. On veut exprimer l'amertume qui est en nous. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche en mémoire de notre frère décédé, Ibrahima Kane. Parce que nous trouvons que ça, c'est injuste. Un gamin, à l'âge de 18 ans, on lui a pris la vie. Ce n'est pas correct. Nous déplorons ça. C'est pourquoi nous avons regroupé toutes les écoles de la banlieue pour pouvoir organiser cette marche en mémoire de notre frère. Pour nous, la solution, l'État doit laisser un œil naïf sur la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui constitue la locomotive d'un pays. Sans la jeunesse,
le pays ne va pas aller nulle part. Vous voyez. En plus, nous, ce qui nous fait mal, les cas d'insécurité sont beaucoup fréquents dans notre pays. Récemment, c'est le décès de notre frère. Il y a d'autres qui sont plus graves. Mais nous, ce qui nous touche au cœur, vraiment, c'est l'insécurité qui règne. À 20h, on a agressé notre frère. 20h. Ça, c'est pas juste. Pendant ce temps, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey annoncent une grève de 72 heures. Ils réclament des travaux de construction du restaurant universitaire, la tenue de la promesse présidentielle, dotant les universités de bus et 1000 lits, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils étaient en assemblée générale ce matin. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il s'appelle Mamadou Alpha Diallo. Des propos recueillis par Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. La coordination des délégués d'étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey est en mouvement aujourd'hui parce qu'on avait déposé un préavis de 10 points. Et parmi ces 10 points, on a jugé 4 points qui sont urgents et voire même cruciaux pour que les autorités puissent les régler dans les plus brefs délais. Parmi ces points, nous pouvons citer la construction de nouveaux pavillons ici à l'université Alioune Diop de Bambey et le paiement effectif des bourses ainsi que le forage qu'il faut construire au niveau du campus 2 et ensuite l'achèvement du restaurant au niveau du campus 2. Et vous savez qu'ici à l'université Alioune Diop de Bambey aussi, les étudiants empruntent des charrettes pour venir étudier. Autre aspect de l'actualité, le prix du poisson connaît une hausse sur le marché, une situation provoquée par la pénurie de carburant. Vendeurs et clients se plaignent, ils demandent au gouvernement de vite trouver une solution. Reportage signé Aïssatou Gueiba et Amadouba. Des pirogues restées à quai, des pêcheurs contraints au chômage faute de carburant. Conséquence, le poisson se fait rare au marché. C'est un problème de carburant d'abord qui fait la rareté du poisson parce que les pêcheurs ont des difficultés à s'approvisionner. Le bidon de pétrole que tu achetais à 5 000, tu l'achètes maintenant à 10 000. Et c'est vraiment difficile. Ici, au marché de Wakam, c'est la désolation chez les vendeuses de poissons, obligées d'augmenter les prix. Le carton de Yaboy coûte aujourd'hui 40 000 à 50 000 francs. Et l'on vend par détail à 250, voire 300 unités. Tout est cher, on ne voit même plus de clients, car ces derniers préfèrent acheter un poulet qui est moins cher. Les ménagères disent être touchées par cette situation et cherchent d'autres alternatives à la hausse du prix du poisson. Certes, il y a des gens qui préfèrent acheter du poulet ou de la viande, mais il y en a d'autres aussi qui donneraient n'importe quoi pour du poisson. La cherté du poisson devient vraiment dure. On est fatigué. Les prix varient selon les vendeurs. La société africaine de raffinage mise en cause dans cette pénurie d'essence de pirogue rassure les pêcheurs sur un retour progressif à la normale. Campagne arachidière dans l'arrondissement de Médina Sabah. Le maire dénonce ce qu'il qualifie de frauduleux des opérateurs privés stockeurs qui se font représenter par des banabana, une façon pour eux de contourner le prix officiel du kilogramme. Ousmane Gueye en parle au micro d'Ibrahim Diamé. Si on prend par exemple de ma commune, il y a des points de vente qui marchent à merveille. Il y a également d'autres points de vente qui posent problème. Vous allez dans beaucoup de villages, aujourd'hui on a même dépassé la barre de 210 francs le kilogramme. Tout dépend des opérateurs. Il y a maintenant un problème à Ménassar. Et le problème est très simple. Il y a des opérateurs agréés pour des points de vente qu'on ne voit pas sur place. Et il y a des personnes qui les représentent, mais elles n'ont pas d'agrément. Ça, pourquoi ils n'ont pas agrément? Parce que les opérateurs qui sont légitimes ne peuvent pas donner les agréments. Parce que quand tu donnes une procuration pour te représenter dans un point de vente, tu es obligé de vendre le prix au minimum à 210. Qu'est-ce que ça passe? C'est des gens qui sont là, qui sont financés par des opérateurs agréés et qui ne donnent pas la procuration. Faute de procuration, c'est du banabar.
C'est des gens qui se comportent donc comme des commerçants. Voilà le fond du problème. Or, ils ont reçu de l'argent de certains opérateurs, ils achètent en tant que commerçants informels. Et là, les gens ne comprennent pas. Toubatoul, dans le département de Thiès, a soif. Le liquide précieux se fait désirer dans plusieurs villages de cette commune. La gestion de l'eau extrêmement décriée par les populations, nous disent nos correspondants sur place chez Ranta Diop et Seylatir. Des chefs de village, autorités religieuses, coutumières et chefs traditionnels de la commune de Toubatoul ont organisé un récital de Coran pour prier Dieu de leur venir en aide face aux récurrents problèmes d'eau dont souffre leur terroir. Le constat est là, patent. Il y a un problème criard de manque d'eau à Toubatoul et c'est visible partout. Les femmes, nos braves femmes, se lèvent à 1 h du matin pour aller s'approvisionner autour des puits en termes d'eau. Et nous pensons, si l'État veut véritablement aider les populations, il n'a qu'à nous doter d'autres forages pour les villages de Kerlaman, mais également au niveau de Gadkhaï. Aussi, ils ont décrié la mauvaise gestion des forages par l'Aquatec. Depuis quelques jours, des équipes de techniciens de Aquatec dans des voitures 4x4 et pick-up sillonnent les bourgades et villages pour procéder à la coupure des compteurs d'eau. Ceci à grande échelle. C'est une première. L'État, désormais, assoiffe les populations. L'heure est grave. Les populations en prennent acte, puis déclarent solennellement qu'elles résisteront vaille que vaille. Elles n'hésiteront pas, point, à apporter une réponse à la hauteur de l'injustice. Les chefs de village de Toubatoul comptent mener d'autres actions, dont une marche prochainement. TER, après les impactés de Pikine et Rufisque, place à ceux de Dakar. Ils se sont fait entendre, ils ont brandi des pancartes. Cet après-midi, ces victimes dénoncent le mutisme de l'État. Ils demandent au chef de l'État de régler la situation avant l'inauguration du TER prévu le 14 prochain. Compte rendu signé Yabib Faye et Youssou Baro. À quelques jours de l'inauguration du train express régional, les impactés de Dakar ont pris d'assaut le chantier. Ils ont brandi des pancartes et des brassards rouges pour dénoncer le mutisme du ministre des Infrastructures. Si nous entendons des autorités de l'État se prononcer sur notre cas, dire que le département de Dakar est payé et qu'ils sont partis, alors que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est cela qui nous a poussés à sortir. Et aussi, il y a le fait que le directeur de l'APIX, à qui monsieur le Premier ministre a donné des instructions fermes afin qu'il puisse nous recevoir pour s'enquérir de notre situation. Au moment où le Premier ministre disait cela, il a fait sortir sa carte de visite qu'il a remis à la coordonnatrice Mme Fat John. Mais depuis lors, il n'a pas voulu nous recevoir. Il note une ségrégation entre les impactés des 3 départements, Dakar, Pikine et Rufisque, touchés par le TER. Il y a nos collègues aussi de l'autre côté de Pikine qui se sont levés à travers la presse et qui ont dénoncé certaines choses. Il a préféré aller répondre à ces gens-là. Quitter Dakar, aller répondre ceux de Pikine. Cela aussi nous pousse à réfléchir que si nous ne faisons pas la même chose que ceux de Pikine, nous ne serons pas reçus. Ces impactés invitent le président Macky Sall à résoudre le problème avant la date de l'inauguration. Nos intérêts sont bafoués. Si nous voyons que la SETER nous a appauvris, nous sommes obligés en tout cas de nous soulever pour en tout cas dénoncer ces choses-là. Nous voudrions, nous ne sommes pas levés pour que le ministre nous reçoive, parce que c'est trop tard. Nous n'avons pas besoin qu'il nous reçoive. Parce que nous savons qu'il n'a pas pitié de nous, il n'a pas, en tout cas, il ne se soucie pas de nos problèmes. Seul le président se soucie de notre problème. Cause pour laquelle nous lançons un appel au président de la République afin qu'il s'occupe de notre situation. Dans l'ensemble, tous les impactés du TER ont manifesté leur mécontentement cette semaine, le recasement, leur principale doléance. Nous allons dans le sud du pays avec le conseil municipal de Ziguinchor qui a choisi de baptiser une rue de la capitale sud, rue Idriss Seydi, du nom d'un illustre fils de la Casamance naturelle. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la famille du dit parrain et de plusieurs autorités de la région de Ziguinchor. Boubacar Diassi. C'est dans
une ambiance festive que le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, et la famille Seydi ont dévoilé la plaque portant la nouvelle appellation de la rue allant du rond-point Jean-Paul II à la préfecture de Ziguinchor. La rue d'Issa Seydi va croiser la rue de notre fils de Sédiou. Comme quoi, Abdoulaye, nous aimons les hommes de Sédiou, les fils de Sédiou. Parce que juste à côté, en plongeant sur ce rond-point Jean-Paul II, vous avez la rue Ibou Diallo. Et puis, de l'autre côté, en continuation de ce tout, vous avez la rue du docteur Carvalho, qui est aussi une référence à Ziguinchor. Et la rue qui va à Saint-Diaba porte le nom du deuxième maire, donc le premier maire de la ville de Ziguinchor, qui est Jules Charles Bernard. La famille Seydi s'en félicite. Monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, l'honneur que vous nous faites aujourd'hui, en donnant son nom à l'une des grandes artères les plus fréquentées de la ville, nous comble de joie. Certes, mais il nous rappelle surtout notre devoir individuel et collectif dans la sauvegarde de cet héritage légué par ce grand monsieur que fut notre père. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo est un beau-fils de Idrissa Seydi. Aujourd'hui, par la grâce du bon Dieu, je suis quand même un membre de la famille et vous nous invitez par ce geste à ne jamais abandonner Ziguinchor, à toujours et toujours revenir dans cette belle ville. Vous avez décidé de l'immortaliser, mais aussi vous avez décidé de le placer et de le montrer en exemple à nous tous aujourd'hui, pour davantage nous inspirer de ce qu'il a eu à faire. Vous le rappelez sans doute, les qualités pour ceux-là qui l'ont connu. Plusieurs autorités des régions de Ziguinchor et Sédhiou ont pris part à cette cérémonie. L'actualité internationale à présent avec le Gabon. Des militaires se sont emparés ce matin très vite de la radio nationale. 4 des 5 qui avaient appelé à un soulèvement sont arrêtés. Ils dénoncent toujours le discours d'Ali Bongo de Nouvel An, un message qui était retransmis depuis le Maroc où il était hospitalisé. Maïmouna Ndiaye. Après leur déclaration sur la radio d'État, 4 des 5 militaires gabonais ont été arrêtés ce lundi. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication de rassurer que la situation est sous contrôle. Situation tendue depuis l'appel à un soulèvement, un message délivré par le lieutenant Obiang Kelly, commandant adjoint de la garde républicaine. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité demande une forte mobilisation de la jeunesse, ceci pour une transition démocratique lors de la prochaine formation d'un conseil de restauration. Il juge par ailleurs illégitime et illégale les institutions mises en place depuis l'absence du président Ali Bongo. Pour rappel, le 24 octobre 2018 en Arabie Saoudite, le chef d'État gabonais était victime d'un accident vasculaire cérébral. Par la suite, il sera transféré à Rabat, au Maroc. Pour taire ces rumeurs sur les réseaux sociaux, Ali Bongo prend la parole pour la première fois depuis son hospitalisation. C'était le 31 décembre 2018. Dans son message, Bongo qualifie les militaires du MPJ-FDS de honte pour un pays comme le Gabon. Il appelle également au peuple à se mobiliser pour un seul homme. Une adresse à la nation qui a surpris beaucoup d'observateurs vu son état de santé fragile. Certains se demandaient même si le président va continuer à assumer ses responsabilités. Nous allons à présent à la découverte de Kelly Ondo Obiang, principal protagoniste de la tentative avortée de coup d'État au Gabon. Ce parfait inconnu s'est révélé au grand public ce matin. Le militaire est décrit par ses pairs comme un soldat de base, calme, discret, mais très intelligent. Koumbalo. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, je suis le lieutenant Ondo Obiang Kelly, commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Il s'est présenté à la population gabonaise comme le commandant adjoint de la garde républicaine. Une information démentie par le porte-parole du gouvernement gabonais. Kelly Ondo Obiang, le chef des putschistes, est un ancien de l'école des forces armées de Yamoussoukro qui appartient désormais à la compagnie d'honneur du Gabon. Il a séjourné au pays d'Alassane Ouattara où il a effectué sa formation militaire. Il était de la promotion 2015. Ses compagnons le décrivent comme un homme calme et intelligent.
C'est ce matin que Kelly Obiang s'est révélé au grand public en dirigeant une tentative de coup d'État qui s'est finalement soldée par un échec. En effet, c'est dans un communiqué que le militaire s'est adressé à la population gabonaise en l'appelant à prendre son destin en main, estimant que l'heure a sonné. Car selon lui, Ali Bongo n'est plus en mesure de diriger le pays à cause de son état de santé précaire. C'est après quelques heures de cavale qu'il a finalement été interpellé dans une résidence non loin des locaux de la radio nationale où il a lu sa déclaration un peu plus tôt. Koumba Amatlo, le spécialiste en relations internationales Alpha Wali Diallo, lui soupçonne une puissance étrangère derrière ce putsch manqué. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Diop. Ce scénario venir, ça fait 3 ou 4 ans depuis les élections présidentielles gagnées par Omar Bongo, contestées par Jean Ping et une partie de la communauté internationale des Français. Et après le basculement du Gabon de la francophonie vers le Commonwealth et l'essoufflement d'un régime qui est là depuis les années 60, Ali Bongo a succédé à son père. Maintenant, s'y ajoute l'état de santé précaire du président Ali Bongo Ondimba, qui depuis un certain temps est entre l'Arabie Saoudite et le Maroc. Maintenant, est-ce que tous ces facteurs-là n'ont pas contribué à une prise de conscience des militaires avec l'aide de certaines puissances étrangères? Parce que nous ne voyons pas la face. En Afrique, les coups d'État, il y a toujours des commanditaires qui sont étrangers. Ça peut créer une instabilité. Vous savez, le Gabon, c'est une population multiethnique. La communauté internationale, surtout l'Union africaine, va garder les yeux grandement ouverts parce que le Gabon ne peut pas être déstabilisé au même temps que ce qui risque de se passer en RDC. La page Espora à présent avec les CAF Awards, Dakar, capitale du football africain. L'argent injecté par l'État du Sénégal dans l'organisation de cet événement s'est invité lors de la conférence de presse qui s'est déroulée ce matin. Maître Augustin Senghor de préciser que le Sénégal n'a dépensé que 500 millions de francs CFA, très minime par rapport à toute l'organisation. Pape Farani. Liés autour de... Les gens du football africain veulent une organisation parfaite pour la CAF Awards. Beaucoup d'innovations pour cette année. 11 catégories seront primées. Pour les habitués de nos cérémonies d'awards, ils auront constaté que cette fois-ci, il y a beaucoup d'innovations. Ces innovations ont comme objectif principal le faire prévaloir les différentes activités de la CAF, lesquelles activités concourent à la bonne organisation de nos compétitions de football. Donc ça a été une procédure très longue. Le travail a commencé depuis plus de 6 mois. Il y a plus de 6 mois. Il y a eu 11 différentes catégories des CAF Awards de 2018. Nous avons le joueur de l'année avec la joueuse de l'année. Nous avons le joueur jeune de l'année. L'appellation CAF Award pose problème à certains observateurs. Mais bientôt, l'événement va changer de nom pour coller à l'actualité. Et dans le processus, effectivement, évolutif de ce concept, il est prévu, effectivement, qu'il y ait un ballon d'or avec de l'or de l'Afrique. Vous l'avez dit, Eddie Hamel vous a dit ici, c'est d'abord il y a la malachite qui est africaine, on n'a rien importé, et puis il y a aussi de l'or qui est africain. Donc en termes de conception, il y a une évolution, il y a un travail qui se fait, qui va aboutir effectivement à votre souhait, qui est de remettre un ballon d'or à un Africain, mais qui soit l'or d'Afrique. Le choix du Sénégal pour la première fois et l'argent injecté par l'État ont soulevé un débat à la rencontre. Le montant qui est donné par le Sénégal est loin du compte si on doit retenir le budget total de cet événement. J'en suis témoin, je sais ce que la CAF met dedans. C'est important qu'on le dise. Parce que très souvent, certains esprits peuvent lancer des messages qui peuvent brouiller le vrai message dont l'Afrique a besoin. Et la vérité aujourd'hui, nous autres Sénégalais, ce que nous devons comprendre, c'est que si
d'aventure, l'État sénégalais avait donné 500 millions. Une conférence de presse sans le président de la CAF et certains nominés. Mais la rencontre a été rehaussée par la présence des légendes du football africain, comme El Hadji Ousseynou Diouf, Samuel Eto'o-Fils, deux anciens ballons d'or africains qui seront aussi honorés. Les CAF Awards, on en parle tout à l'heure dans votre magazine sportif du lundi, Sport à la une. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.